tous, bienvenue sur A-News Sécurité pour une nouvelle émission Overseas. Alors aujourd'hui, nous allons parler plus exactement de la Nouvelle-Calédonie. Rappelons-nous, en mai 2024, la Nouvelle-Calédonie a été secouée par de violentes émeutes. Cette situation n'avait pas été connue depuis plus de 30 ans. À l'origine de ces émeutes, un projet de réforme constitutionnelle visant à élargir le corps électoral provincial. Or, cette mesure a été perçue par les indépendantistes comme une menace pour la représentation du peuple kanak. Très vite, les manifestations ont dégénéré en violents affrontements. Bilan, 11 morts, des centaines de blessés et des dégâts chiffrés à plus de 2 milliards d'euros. Comment contrôler des situations de crise, d'émeutes dans un contexte social complexe? Quelles sont les éventuelles tensions et menaces actuelles identifiées? Quelle coordination entre les forces de l'ordre, mais également les forces armées et les acteurs publics et privés concernés? Aujourd'hui, pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Baptiste Dulion. Bonjour. Bonjour. Alors Jean-Baptiste, je rappelle que vous êtes contrôleur général des services actifs de la police nationale et vous êtes commandant des Outre-mer à la direction générale de la police nationale. Je rappelle que vous avez été auparavant chef de la mission Outre-mer, ce à partir de septembre 2024 et encore avant, pendant 7 ans, vous avez été chef du RAID de 2017 à 2024. Alors, première question, Jean-Baptiste, on revient à ce fameux 13 mai 2024, des violences éclatent dans le Grand Nouméa, tandis que les députés sont en train de débattre de l'adoption de cette loi constitutionnelle. Aussitôt, des affrontements opposent les forces de l'ordre donc à des groupes indépendantistes armés, causant des incendies, des pillages et faisant des blessés. L'état d'urgence est très vite décrété, le 16 mai, des renforts arrivent. Comment est-ce qu'on peut contrôler des situations de crise et d'émeute dans un contexte social aussi complexe? Alors, comme vous l'avez rappelé, c'était extrêmement compliqué de gérer cette crise parce qu'au-delà de tous les facteurs que vous venez de citer, il y a un facteur d'éloignement géographique qui est déterminant. La Nouvelle-Calédonie est un territoire qui était très éloigné de la métropole et donc des capacités de renfort. Et donc, il a fallu gérer tout cet aspect de transport et de projection, qui a été une des problématiques majeures pour nous, parce que sur place, comme vous l'avez rappelé, la situation était très détériorée. On avait affaire à des émeutiers armés extrêmement déterminés. Les effectifs de police étaient tous mobilisés, mais sur un temps long, ça bascule vite dans un épuisement professionnel, émotionnel aussi. Ouais, bien sûr. Et les renforts étaient attendus heure par heure. Donc toute la difficulté qui s'est présentée à la direction générale de la police nationale, mais pas seulement, bien sûr, à nos camarades gendarmes aussi, à la sécurité civile aussi, et aux forces armées, c'était ces capacités de projection et l'organisation de renforts qu'on puisse amener rapidement pour soulager nos collègues sur place. Bien sûr. La relation avec la population, comment se passait-elle? Il a fallu aussi gérer cet aspect-là des choses parce que, comme vous le savez, donc, il y a une forte communauté, bien sûr, en Nouvelle-Calédonie qui est très attachée à l'idée du maintien de la Nouvelle-Calédonie au sein de la République française. Donc, il y avait une inquiétude légitime de beaucoup d'habitants qui ont eu peur pour eux, pour leur famille, pour leurs biens immobiliers, et donc qui ont eu un réflexe d'autodéfense, qui ont commencé à mettre en place des barricades, des barrages. Donc il a fallu aussi gérer cet aspect-là des choses pour éviter que ça dégénère. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Alors, je vais revenir à une période beaucoup plus récente. La semaine dernière, vendredi 19 septembre, le Conseil constitutionnel a rendu sa décision sur une question prioritaire de constitutionnalité déposée par l'association Un cœur, une voix. Et il a déclaré le maintien d'un corps électoral gelé. Si cela n'avait pas été le cas, on s'attendait à des exactions de la part des indépendantistes, n'est-il pas? Alors, on avait, donc les services de renseignement font un gros travail d'anticipation, donc on a eu quelques éléments d'alerte, mais rien de précis.
Ouais. De toute façon, nous, vu la période, puisque vous citez le 19, mais il y a aussi le 24, donc qui va arriver rapidement, bien sûr. on avait pris toutes les dispositions pour se mettre en ordre de marche, pour pouvoir réagir au plus vite en cas de détérioration de la situation. Donc on était prêt à faire face à tout type de scénario qui aurait suivi une annonce différente de celle qui a été rendue. Voilà, donc on se tient prêt. En Nouvelle-Calédonie aujourd'hui, donc la situation est compliquée. Encore une fois, il y a l'éloignement géographique qui nous oblige à prépositionner beaucoup de forces. Donc on ne se fera pas surprendre, comme on s'était fait surprendre peut-être le 13 mai 2024, et on s'est mis en ordre de marche pour pouvoir réagir avec des moyens très rapidement. Il y a combien de forces de l'ordre sur place habituellement? Police, gendarmerie et police plus particulièrement. Pour la gendarmerie, je n'ai pas exactement les chiffres en tête. Concernant la direction territoriale de la police nationale, donc c'est plus de 500 effectifs sur place. Et lorsque des périodes un peu compliquées s'annoncent, on envoie aussi des renforts en métropole, en amont, pour pouvoir renforcer nos collègues sur place. Oui, alors vous avez mentionné, Jean-Baptiste, mercredi, demain, 24 septembre, est une date importante puisque c'est la fête de la citoyenneté, avec la déclaration d'indépendance kanaki par le FNLKS, date anniversaire de la prise de possession de la Nouvelle-Calédonie par la France. Donc à cette occasion, le FNKS, selon le calendrier qu'il a établi lui-même, souhaite proclamer de manière unilatérale l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Vous l'avez dit, vous regardez ça de près. Les personnes les forces sont en attente. Comment vous déployez ceci? Est-ce que vous avez des chiffres à nous donner sur l'effectif qui peut être attendu à un moment T? Quel temps il leur faut pour pouvoir se déplacer sur place s'il y avait des tensions? Alors, donc cette date, bien sûr, pour nous, est une date importante, qu'on a inscrite depuis longtemps au calendrier. D'ailleurs, l'année dernière, le 24 septembre, j'étais moi aussi sur place. Donc, on anticipe, encore une fois, tout type d'action qui pourrait se produire à l'occasion de cette journée. On n'a pas d'éléments précis, en tout cas, les services de renseignement n'ont pas détecté d'éléments précis. Il y aura probablement des manifestations qu'on sera en mesure tout à fait de gérer. Et encore une fois, si on a fait en sorte d'avoir les moyens nécessaires pour réagir si la situation venait à dégénérer. Donc en amont, on a du monde, et en particulier, il y a plus de 20 escadrons gendarmerie mobile qui sont en permanence stationnés en Nouvelle-Calédonie. Très bien. Autre question, Jean-Baptiste, on a parlé des forces de l'ordre, vous avez tout à l'heure évoqué la sécurité civile, les autres acteurs. Quelle coordination, justement, y a-t-il entre la police nationale, la gendarmerie, les forces armées, la sécurité civile et puis tous les autres acteurs impliqués? Alors, elle est totalement imbriquée parce qu'on est tous concernés, que ce soit bien sûr la police nationale sur ce qu'on appelle le Grand Nouméa, ou la gendarmerie sur l'ensemble des territoires qu'ils ont à couvrir et qui est assez importante, et la sécurité civile qui sont nos partenaires habituels sur la gestion de crise. Donc c'est totalement imbriqué avec des relations permanentes avec nos représentants des forces sur place, que ce soit la directrice territoriale de la police nationale ou le commandant du groupement de gendarmerie. Donc on travaille en symbiose sous l'autorité du Haut-Commissariat, bien sûr. Donc là-dessus, vu la situation, vu le contexte, il n'y a aucune difficulté sur la manière dont on coopère. C'est des répartitions de zones, c'est des mises à disposition pour la gendarmerie d'escadrons au profit de la direction territoriale de la police nationale. C'est des répartitions de sites avec les militaires. C'est l'intégration de forces de sécurité civile, notamment ce qu'on appelle les colonnes de déblaiement, qui nous permet de dégager les axes avec la sécurité civile. Voilà, donc tout est imbriqué et fluide. Et encore une fois, si il devait y avoir quelques éléments, si ça pouvait être un petit peu grippé dans certains temps, il y a le commissariat qui est là aussi en termes d'armes. Il y a une harmonisation, une vraie coopération. Mais ça se passe vraiment très très bien, et je peux en témoigner, puisque moi j'ai été amené à plusieurs reprises à me projeter en Nouvelle-Calédonie, notamment en amont de journées essentielles, et ça se passe très très bien.
Très bien. Alors, on a parlé effectivement de l'aspect plus étatique, institutionnel. On a eu des directeurs sécurité qui ont été impliqués par des sites qu'ils sécurisaient eux-mêmes. Est-ce que vous êtes amené également à échanger avec eux, à coopérer? Est-ce qu'il y a des échanges au niveau de cette sécurité privée? C'est essentiel. C'est essentiel parce que, comme vous l'avez rappelé, le secteur de Ducos a été extrêmement impacté. Il suffit visuellement, lorsqu'on se rend sur place, de voir les dégâts qui ont été provoqués par les émeutes. Donc, tout ce secteur donc de commerce, d'industrie a été impacté et notre préoccupation majeure, ça a été de rassurer les entrepreneurs, les propriétaires, les industriels sur notre capacité à préserver aujourd'hui la zone de toute exaction et de toutes émeutes. Donc, encore une fois, je reviens à ma petite expérience personnelle, mais lorsque j'étais sur place, donc, durant l'été 2024, j'ai été amené avec le directeur de cabinet du haut-commissaire à aller à la rencontre de l'ensemble des propriétaires d'établissements de commerce ou des patrons pour les rassurer, leur expliquer ce qu'on mettait en place pour sécuriser la zone et pour éviter que ça se reproduise. Parce que, à juste titre, comme ils me l'ont dit, une fois, mais pas deux. Voilà. Ils sont toujours inquiets? Ah ben, après le traumatisme qui a suivi donc, les événements du 13 mai et des jours qu'on suivi, oui, ils étaient inquiets, bien sûr. Bien sûr, donc l'objectif, c'est comme avec les voisins vigilants ou toutes ces communautés d'autodéfense qui voudraient se mettre en place. L'objectif des autorités, c'est de rassurer l'ensemble de nos concitoyens pour leur expliquer qu'on est là et qu'ils pourront compter sur nous. Là, vous avez raison de le rappeler, il y a aussi cette société civile avec les voisins vigilants qui sont présents. Oui. Ils ont un contact régulier? C'était essentiel, c'était une préoccupation majeure pour nous, de faire lever ces barrages, parce que, par définition, c'est comme des entraves à la circulation, hein, quoi qu'on dise. Hein, donc, rassurer les voisins vigilants, rassurer les habitants, leur expliquer encore une fois, comme je viens de l'indiquer pour les acteurs du monde économique, qu'on est là, et qu'on est là pour sécuriser, et pour les sécuriser leurs habitations, les sécuriser bien sûr de leur famille, et donc que la protection offerte par l'État sera suffisante. Merci Jean-Baptiste. Alors pour terminer, une dernière question. Vous l'avez dit en préambule, on est sur un territoire insulaire, pas tout près de la direction nationale de la police. Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir rapidement amener des forces, tant au niveau mobilité que logistique, et puis aussi anticipation? Ça a été un défi majeur. Et pour la Direction générale de la police nationale, on a fait vraiment un bond en avant depuis cette crise pour fluidifier, professionnaliser, donner plus d'efficacité à nos projections de renfort. Parce que, comme vous l'avez rappelé, c'est extrêmement complexe. La mise à disposition des moyens aériens, le fret, l'hébergement sur place, les survols de différents pays, avec la présence dans les caisses d'armes de guerre. Donc tout ça fait que tout est compliqué et la Direction générale de la police nationale, via son état-major, s'est mis en ordre de marche justement pour optimiser ces projections, parce que, encore une fois, sur place, comme je le disais au début, ils comptaient les heures avant l'arrivée des renforts. Donc on a fait vraiment un bond en avant et l'état-major, la DGPN, s'est vraiment professionnalisé en la matière. Depuis, on a comment dirais-je, systématisé ce modus operandi et ça nous a servi aussi d'ailleurs pour la crise qui s'est produite, crise climatique, celle-là qui s'est produite à Mayotte avec Chido. Donc on a pu encore une fois mettre en œuvre tout ce qui avait été anticipé et décidé. Et donc l'état-major de la DGPN aujourd'hui est en mesure de projeter partout dans le monde des moyens conséquents pour aider nos collègues sur place. Merci Jean-Baptiste. Allez, une toute petite dernière question, parce qu'on adore vous avoir sur le plateau d'Agneau Sécurité. Vous me l'avez dit en préambule, il y a des territoires actuellement
plutôt très complexe. Alors, vous avez évoqué Mayotte, on a parlé de la Nouvelle-Calédonie, d'autres territoires? Il y a clairement, et ça a été rappelé par le ministre de l'Intérieur, donc on a une préoccupation sur ce qui se passe aujourd'hui aux Antilles, avec le narcotrafic de plus en plus présent, des saisies de drogue qui sont ahurissantes. Et donc tout le travail que nous effectuons aujourd'hui, sous l'impulsion du directeur général, c'est de renforcer nos moyens sur place pour travailler plus en profondeur sur les trafics, sur les cartels, puisqu'on a une connexion établie avec les cartels sud-américains qui se servent de la plateforme antillaise comme relais pour le transport de produits stupéfiants vers l'Europe. Très bien. Merci beaucoup Jean-Baptiste d'être venu sur ce plateau et à bientôt pour une nouvelle émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis sur News Sécurité et à très vite pour une nouvelle émission Overseas.